ouvrir cette séance du Conseil municipal de la ville de Dax du 5 octobre 2023. Je vais annoncer les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents. Mylène Hainaut m'a donné pouvoir. Fanny Mesplé a donné pouvoir à Florence Peissal. Pierre Stétain sera en retard. Il devrait nous rejoindre après, c'est ça ? Et a donné pouvoir, en attendant son arrivée, donc à Axel Verdière-Bargaoui. Viviane Loumet-Sexo a donné un pouvoir à Isabelle Rabot-Favreau. Et Bruno Jeannot en a fait de même à Yves Loumet. Il nous faut désigner un secrétaire de séance, comme d'habitude. C'est Alexis Arras, me dit-on, dans l'oreillette, qui est le plus jeune des conseillers présents. Il sera donc notre secrétaire de séance puisqu'il vient d'accepter par un hochement de tête significatif. Vous avez reçu les procès-verbaux des séances des 15 juin et 20 juillet 2023. Est-ce que ces procès-verbaux appellent des commentaires, des questions, des observations ? Non. Alors je vous propose de les adopter. Donc pour le procès-verbal de la séance du 15 juin, qui est contre son approbation, qui s'abstient, qui est pour. Il est donc adopté à l'unanimité. Et concernant le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2023, qui est contre son approbation, qui s'abstient, qui est pour, adopté à l'unanimité. Merci. Vous avez aussi reçu le compte-rendu des actes que j'ai accomplis en exécution des délégations qui me sont confiées. Que ces actes appellent des questions ? Pas de questions. Nous allons donc entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal en amont, puisque bien évidemment des délibérations vont être liées à cette décision. Je tiens, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel surtout, à remercier Marilène Dinstando pour toute l'action qu'elle a menée en tant que conseillère municipale depuis le début de ce mandat, puisqu'elle a été très investie, notamment au sein de la commission éducation, dans tous les conseils d'école ou des différents établissements d'enseignement de notre ville. Elle a aussi été très présente au sein de la commission de la Poste pour toutes les révisions d'organisation sur notre territoire. Et de ce point de vue-là, je profitais de cette séance pour la remercier chaleureusement et amicalement pour toute son action avant donc sa décision de quitter ce conseil municipal. Décision qui m'amène à souhaiter la bienvenue à Régis Malaric, qui donc est monté dans la liste et notre nouveau conseiller municipal. Donc bienvenue Régis. Je sais que tu maîtrises à merveille tous les outils informatiques qui te permettront de suivre les délibérations. En tout cas, on est ravis de t'accueillir, tu le sais, mais tu as suivi avec tous les autres membres, tous les dossiers depuis le début du mandat que notre conseil est amené à étudier, bien connu sur la ville de Dax, notamment avec les différents commerces de restauration que tu as tenus. Donc merci pour avoir accepté de devenir conseiller municipal. Et puis bon travail pour la suite, mais je ne doute pas que ce sera le cas. Je précise aussi avant de commencer que une délibération a été modifiée sur table, comme le veut l'expression, avec juste une modification mineure qui a été apportée. Nous y reviendrons lors de l'étude de cette délibération numéro 8. Voilà, donc, première délibération de l'ordre du jour de ce conseil municipal qui concerne les délégations du conseil municipal au maire qui sont modifiées, en tout cas c'est ce qu'il vous est proposé suite à l'adoption de la loi et l'application de la loi 3DS votée en 2022. Cette loi permet de modifier les délégations du conseil, que le conseil municipal confie au maire, notamment sur 3 points. Concernant les droits de préemption, tout d'abord, qui peuvent être délégués, vous le savez. Et en fait, la loi permet d'élargir le périmètre de ces délégations sur les périmètres d'opération de revitalisation du territoire et de sauvegarde d'activités commerciales ou artisanales de proximité. Permet aussi d'élargir les délégations confiées au maire
pour les admissions en non-valeur inférieures à 100 euros, pour lesquelles, du coup, il n'est plus obligatoire de voter des délibérations. Et enfin aussi sur l'autorisation des mandats spéciaux pour les membres du conseil municipal. Donc ces délégations sont confiées au maire pour éviter d'avoir systématiquement des délibérations à voter dans le but de gagner en efficacité. Et bien évidemment, le conseil municipal est obligatoirement informé de toutes ces décisions prises et actées par notamment la publication qui en est faite avec l'envoi de chaque dossier de conseil municipal. Alors il nous sera donc demandé de bien vouloir abroger l'alinéa 15 de la délibération numéro 20-2007-16-1 en date du 16 juillet 2020 et de la remplacer par l'attribution que vous pourrez lire dans la délibération, qui modifie donc la délégation comme je l'indiquais auparavant, de déléguer au maire pour la durée de son mandat et dans les conditions prévues par la délibération numéro 20-2007-16-1 en date du 16 juillet l'attribution suivante, donc pour les admissions non-valeurs, et de déléguer au maire pour la durée de son mandat et dans les conditions prévues par la même délibération l'attribution concernant les mandats spéciaux. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. On passe à la deuxième délibération de ce conseil qui concerne justement la modification des membres des commissions municipales thématiques suite à la démission de Marilène. Marilène Destando donc siégeait dans deux commissions, la numéro 7, stationnement et circulation, et la numéro 8, éducation, jeunesse et jumelage. Il faut donc la remplacer dans ces deux commissions. Et puis Aline Duzer, profitant un petit peu de la réorganisation qui allait être opérée, donc a fait part de sa volonté de ne plus siéger dans la commission numéro 5, économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme, puisqu'elle préférait, on va le voir, siéger dans d'autres commissions. Et ça tombait bien puisque Régis Malaric préférait siéger dans une des deux commissions. On va donc devoir maintenant voter pour remplacer donc Marilène Destando dans les commissions numéro 7 et 8 et Aline Duzer dans la commission numéro 5. Alors, je vous propose de commencer par la commission numéro 5, donc intitulée Économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme. Donc les candidats doivent être issus du même groupe, c'est-à-dire le groupe Vivandax, l'énergie du renouveau. Il nous est parvenu la candidature de M. Régis Malaric pour siéger dans cette commission, donc en remplacement de Marilène. Si personne ne s'oppose au fait que nous votions à main levée, nous pouvons le faire ainsi. Très bien, on y va comme ça. Je vais vous demander qui est pour la désignation de Régis Malaric dans cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? M. Régis Malaric fait donc partie de la commission numéro 5. Qui est donc composé de la manière suivante: Julien Dubois, Grégory Randet, Martine Dedieu, Olivier Cousin, Guillaume Séguier, Audrey Vergely, Pascal Dagès, Régis Malaric, Axel Verdier-Bargaoui et Yves Loumet. On va passer maintenant à la commission numéro 7. Il faut donc toujours remplacer Marilène Destando. Dans le groupe donc Vivandax, l'énergie du renouveau, M. Régis Malaric a été candidat. Si personne ne s'oppose au vote à main levée, ce qui est le cas, je vais donc vous proposer pour la désignation de M. Régis Malaric au sein de la commission numéro 7, stationnement et circulation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. La commission numéro 7 sera donc dorénavant constituée de la manière suivante: Julien Dubois, Pascal Dagès, Alexis Arras, Sandra Lartigot, Guillaume Séguier, Olivier Cousin, Grégory Randet, Régis Malaric, Pierre Stétin et Bruno Janot.
J'espère que personne ne découvre qu'il fait partie de cette commission à l'occasion de cette délibération. On passe maintenant à la commission numéro 8, intitulée Éducation, jeunesse et jumelage. Donc, pour remplacer Marilène Destando, je le disais, Aline Duzer a été candidate pour le groupe Vivandax, l'énergie du renouveau. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée? Non, donc on peut y aller comme ça. Donc pour que Madame Aline Duzer fasse partie de la commission éducation, jeunesse et jumelage en remplacement de Marilène Destando, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. La nouvelle composition de cette commission est donc Julien Dubois, Marie-Constance Loubert-Berthelon, Amine Benalia Brouche, Vincent Morat, Karine Brousteau, Sarah Péchaudral-Dourte, Fanny Mesplé, Aline Duzer, Viviane Loumé-Sexo et Didier Zarzuelo. Je vous remercie et nous pouvons passer à la délibération numéro 3, toujours sur le même sujet, pour remplacer donc Marilène Destando, qui siégeait dans la commission extra-municipale des centres de loisirs. Aline Duzer est candidate pour le groupe Vivandax, au sein du groupe Vivandax l'énergie de renouveau pour la remplacer. Si personne ne s'oppose au vote à main levée, je vous propose d'opérer ainsi. Donc pour le remplacement de Marilène Destando par Aline Duzer. Et je signale que M. Pierre Stettin est arrivé. Il reprend donc son vote. Pour donc le remplacement de Marilène Destando par Aline Duzer au sein de la commission extra-municipale des centres de loisirs, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Et la composition de cette commission extra-municipale est donc la suivante: Karine Brousteau, Vincent Morat, Aline Benalia Brouche, Fanny Mesplé, Aline Duzer et Viviane Loumé-Sexo. Délibération numéro 4. La modification des membres au sein des établissements d'enseignement, puisque je précise en préambule que Marilène y siégeait, donc au sein du conseil des établissements d'enseignement, lycée de Borda, de leur conseil d'administration, lycée de Borda, collège Léonce du Sarrat et d'Ille-et-on-des-Landes et collège d'Albret. Il se trouve que pour remplacer Marilène Destando au sein des conseils d'administration de ces trois établissements, Aline Duzer a manifesté sa candidature. Et si personne ne s'oppose au vote à main levée, je vous propose d'y aller ainsi. Donc pour le remplacement de Marilène Destando par Aline Duzer au sein des conseils d'administration des trois établissements d'enseignement que sont le lycée de Borda, le collège Léonce du Sarrat et le collège d'Albret, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Aline Duzer est donc désignée pour siéger dans les conseils d'administration de ces trois établissements d'enseignement. Délibération numéro 5, soulignée par une petite virgule musicale. Toujours pareil, la modification des membres des conseils d'école de nos écoles maternelles et élémentaires. Donc je vous fais grâce de la liste de nos écoles que vous connaissez tous. Il s'agit donc de remplacer Marilène Destando au sein des conseils d'école de chaque établissement, qu'il soit de maternelle ou élémentaire. Aline Duzer a été candidate au sein du groupe Vivandax, l'énergie du renouveau, pour la remplacer. Et il nous est donc proposé de remplacer Marilène Destando au sein de ces conseils d'école par Marilène Destando par Aline Duzer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc voté à l'unanimité et Aline Duzer est dorénavant membre de ces conseils d'école. Félicitations aux nouveaux élus et membres des différentes commissions. Et on n'a pas fini, puisque il nous faut aussi modifier les membres de l'association des marchés publics d'Aquitaine. Important, puisque Marilène y siégeait. Donc, c'est une association qui nous permet de participer à l'élaboration
marchés publics en commun. Et donc, Régis Malaric a été candidat pour siéger au sein de cette association. Si, Régis. Donc, je vous propose de désigner Régis Malaric en remplacement de Marilène Destando pour siéger donc au sein de l'Association des marchés publics d'Aquitaine, la MPA. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et personne ne s'était bien évidemment opposé au vote à main levée. Je l'avais bien compris. Monsieur Régis Malaric est donc membre suppléant, c'était suppléant, au sein de la MPA. Voilà pour ces délibérations donc, qui nous permettent de recomposer les différentes commissions municipales, extra-municipales et instances où siégeait Marilène. On passe maintenant à la délibération numéro 7, qui est une convention de mise à disposition de parcelles par la ville de Dax à la communauté d'agglomération du Grand Dax pour des compensations écologiques. Donc cette délibération qui était aussi passée au niveau de la communauté d'agglomération permet en fait de compenser des espaces qui vont être l'objet de travaux dans le cadre de l'exécution de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est d'ailleurs pour la prévention des inondations qu'il faut faire ces travaux. Donc l'AGLO va faire des travaux sur la digue de Boulogne, de l'Esteille et de Truol. Et puisque des espaces écologiques avec certaines essences animales ou végétales vont être impactés par ces travaux, eh bien, il faut les compenser comme le permet la réglementation, compenser à 1,5 fois les zones impactées. Et donc la ville de Dax a proposé des parcelles qui permettaient cette compensation. Et du coup, sur ces parcelles qui seront mises à disposition par la ville à l'aglo, c'est la communauté d'agglomération qui assurera l'entretien et la plantation de nouveaux arbres ou essences végétales pour donc compenser celles qui potentiellement seront détruites par les travaux sur les différentes digues. Ces parcelles de compensation, elles se situent sur les berges de l'Adour, notamment entre les deux ponts, rue Pascal Lafitte, après le bassin de rétention que nous avons là, à l'entrée de la rue, et puis au niveau des baignaux. Il nous est donc demandé d'approuver la mise en œuvre de la convention avec la communauté d'agglomération du Grand Dax pour l'installation de compensation écologique, d'autoriser Madame la première adjointe à signer la dite convention ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Et voilà, ce qui est déjà pas mal. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Je vais laisser la parole à Grégory Randet puisqu'il s'agit de l'avenant 2023-2026 à la convention Action Cœur de Ville. Et donc je vous précise que cette délibération a légèrement été modifiée sur table. Je crois que c'est pour un signataire. Grégory Randet. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Comme vous le savez, la ville de Dax a intégré le programme Cœur de Ville afin de créer des conditions de reconquête urbaine, économique et sociale du centre-ville commerçant. Il s'agit pour l'État de relancer une politique d'aménagement du territoire ciblée sur les villes moyennes et les enjeux de revitalisation en particulier de leur centre-ville. À la suite de l'annonce du gouvernement, le programme Action Cœur de Ville entre dans sa deuxième phase pour la période 2023-2026. Pour cela, les partenaires liés à la Convention pour la ville de Dax doivent se réunir avant la fin de 2023 afin de valider et signer le nouvel avenant permettant de lancer cette nouvelle phase. Cette nouvelle phase sera guidée par les 10 objectifs fixés dans le cadre du projet Dax 2035, qui sont fédérer les acteurs autour d'une économie du soin modernisée et élargie, définir les axes de diversification économique, booster le pôle universitaire, programmer une salle de spectacle, créer et mettre en œuvre le parc de l'Adour, accompagner la métamorphose du Sablard vers un quartier moderne, dynamique et résilient, transformer l'expérience du centre-ville, produire un habitat adapté, intelligent, modulable et attractif, construire un programme d'action de valorisation des centralités de quartier et développer un réseau cyclable majeur et rééquilibrer donc le partage de l'espace public. Dans une vision opérationnelle pour Dax 2035, l'enjeu est à la fois d'initier des interventions à court terme, d'engager des opérations structurantes et de lancer des études de programmation.
Pour ce faire, le plan d'action global est le suivant. Réfection du plateau du cœur de ville, chose que nous avons déjà entamée. Projet urbain du Sablard, chose aussi pour lesquelles nous avons commencé les études. Restructuration de l'espace urbain des places Camille Bouvet, Saint-Pierre, Saline, Chamois-de-Borde et de la ceinture des cours. Ça aussi, nous avons entamé les premières études. Réhabilitation des arènes de Dax, prochainement. Projet de skatepark, aussi prochainement. Réhabilitation de la cathédrale, ambiancer le centre-ville et créer une salle de spectacle. Le comité de projet est composé de la commune de Dax, de la communauté d'agglomération du Grand Dax, des partenaires financeurs, l'État, la Banque des territoires, le groupe Action Logement, l'Agence nationale de l'habitat, des partenaires locaux, donc la CCI, la CMA des Landes, l'Association des commerçants d'Axatou et XL Habitat. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Axel Verdier-Bargaoui. Oui, bonsoir, merci. Nous aurions deux questions sur deux fiches qui sont liées donc en l'occurrence à l'avenant qui proroge cette opération Action Cœur de Ville. La première porte sur la fiche numéro 4 qui concerne les travaux des arènes. Effectivement, il y a des travaux d'envergure qui sont prévus avec différents phasages pour un montant total estimé à aujourd'hui de 1,3 million. Est-ce qu'on pourra avoir un peu une visibilité au-delà du planning, mais sur la teneur des travaux qui vont être faits? C'est quand même un bâtiment emblématique auquel les Dacois sont attachés. La seconde question porte sur la fiche numéro 8. Ambiancer le centre-ville, il y a un budget qui est affecté à hauteur, en tout cas prévisionnel, à hauteur de 460 000 euros. Aujourd'hui, au regard des différents travaux et du contexte et de la conjoncture, on a quand même des commerçants qui sont en difficulté. Est-ce qu'on pourrait envisager la mise en place d'une CRAL, une commission de règlement amiable des litiges, pour peut-être affecter une partie de ces 460 000 euros pour soutenir certains commerçants qui sont dans des difficultés plus complexes que d'autres? Voilà, je vous remercie. Oui, concernant les arènes, vous avez certainement lu la presse avec un article assez alarmiste, peut-être par manque d'éléments. Donc effectivement, nos arènes, vu leur âge, et comme régulièrement au fil des ans, ont besoin de travaux de deux ordres en fait. Des premiers liés à l'étanchéité, c'est-à-dire qu'on a des infiltrations par différents endroits. Donc c'est d'ailleurs les premiers travaux qui vont commencer, qu'il faut réaliser en premier pour éviter que la structure se dégrade de manière trop importante. Donc on va procéder à l'étanchéification des arènes dans un premier temps, donc pour un montant d'à peu près de l'ordre de entre 800 000 et 1 million d'euros. Ce sont des sommes significatives. Et après, effectivement, dans un deuxième temps, mais sans risque, bien évidemment, et je tiens à le redire ce soir, puisque vous me permettez de le faire pour tous ceux qui veulent venir aux arènes pour les différents spectacles qui sont proposés. Il y aura d'autres travaux plus structurels pour effectivement permettre d'avoir une assurance sur le long terme et le très long terme pour que nos arènes tiennent le coup et soient de structures totalement sécurisées, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, mais il faut toujours prévoir des dysfonctionnements à venir sur de tels ouvrages qui sont un peu particuliers. Je ne reviens pas sur leur architecture. Et puis la surélévation qui avait dû être faite, puisqu'elles ont été construites en deux temps. Donc voilà, dans un deuxième temps, on interviendra pour solidifier de manière pérenne et sur le long terme tout ça. Alors toujours en plus avec la difficulté de faire ces travaux lorsque les arènes ne sont pas utilisées. C'est pour ça qu'on s'attache aussi à ce que ce soit fait en différentes phases. Donc voilà pour les arènes. Pour ambiancer le centre-ville, Grégory, tu veux répondre? Je te rappuie. Oui, concernant ambiancer le centre-ville, à Dax, nous avons fait le choix de ne pas mettre en place cette commission, chose qui est assez rare dans plusieurs villes de France. Peu de villes mettent en place ces commissions. Nous avons fait le choix plutôt pragmatique d'investir des millions d'euros sur le centre-ville, la réfection de la voirie, parce qu'on avait trouvé le centre-ville dans un état quand même assez catastrophique. Donc ça, c'était notre choix premier, suite au bilan qu'on avait fait quand nous sommes arrivés aux destinées de la ville. Donc, pour compenser ces travaux, nous avons mis en place déjà une quarantaine de cafés chantiers tous les mercredis. C'est pas neutre, hein, beaucoup de villes ne le font pas. Nous, on a décidé tous les mercredis matin de rencontrer tous les commerçants pour leur donner les avancées des travaux. Un accompagnement aussi financier assez fort sur les animations de Noël.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes en France qui ont mis 30 000 euros, 40 000 euros d'animation tous les ans pour attirer les chalands dans le centre-ville de Dax. On a récupéré une population qui partait ailleurs dans les centres commerciaux. D'ailleurs, on est conforté dans nos actions parce que la société Mike Traffic qui établit la gestion des flux sur plusieurs villes de France nous indique qu'on a une progression sur un an de 18% de fréquentation sur le centre-ville. Donc on peut prendre des chiffres au 4e trimestre 2021, on avait une fréquentation mensuelle d'une moyenne de 1,1 million de passages, et en 2022, sur le 4e trimestre, si on le compare, on a une fréquentation de 1 300 000 passages. Donc on est dans le vrai, les travaux que nous avons faits nous incitent à continuer. On fait le choix aussi d'ambiancer le centre-ville, c'est-à-dire on va faire des essais aussi en termes de revitalisation des rues, par de la végétation en cœur de ville, dans les rues, par une ambiance aussi de ciel de rue. Donc nous allons aussi mettre à l'essai un ciel de rue dans une partie des rues de la ville de Dax. Donc notre choix il est plutôt pragmatique. On essaye de faire le maximum pour attirer aussi les clients. Compenser, c'est une chose, mais si on compense que les clients ne viennent pas en ville, donc ça ne sert à rien. Donc nous, notre but premier, c'est quand même faire venir les clients sur le centre-ville. Et vous serez surpris, et comme on a vu aussi la place du Mirail et la rue de Bordard, rue de Mirail, qui attire beaucoup de monde maintenant, c'est devenu un carrefour marchand. La rue des Carmes, bon, mais c'est sûr que les travaux ont engendré beaucoup de désagréments, mais on se rend compte maintenant que c'est une rue qui est très agréable. Il y a un parcours marchand naturel qui se fait entre la Fontaine Chaude et les Halles de Dax. Donc, pour ma part, et en ce qui concerne notre action volontaire et politique, on est satisfait de ce qu'on fait. Moi, personnellement, je suis tous les jours en ville auprès des commerçants, donc ils peuvent taper à la porte, ils savent très bien que je suis le premier à échanger, débattre avec eux. S'ils ont des bonnes idées, je suis aussi là pour les écouter et aussi mettre en application des bonnes idées qui sortent des commerçants. Donc, on va continuer comme ça, on est sur la bonne voie. On a des fréquentations en hausse, donc écoutez, on se donne rendez-vous l'année prochaine quand vous verrez la rue neuve qui sera terminée et on verra les fruits de notre politique active de dynamisation. Alors, Axel Verdier-Bargaoui d'abord. Il est très classe. Alors, effectivement, il n'y a aucune question par rapport aux travaux qui sont mis en place, aux animations qui sont envisagées, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une réalité, c'est qu'on a des chefs d'entreprise, en l'occurrence des commerçants, qui font face à des pertes d'exploitation qui sont lourdes, et dont certains qui se trouvent quand même dans des situations très complexes et qui craignent de devoir fermer leur commerce aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se pose la question quand même, et j'insiste, de savoir si il ne nécessiterait pas une intervention de la mairie. Alors certes, je comprends ce que vous argumentez, mais malheureusement, à un moment donné, ils ont peut-être besoin de moyens pour arriver à combler ces pertes d'exploitation, et ça peut être une réponse qu'on peut leur apporter peut-être. Voilà. Merci. Yves Loumet. Bonsoir tout le monde. D'abord, Grégory, merci pour cette réponse argumentée et complète, mais il y a quand même un souci. Moi, j'ai l'impression, à vous entendre, que tout va bien, et moi, ce que j'entends dans la rue, c'est que tout va mal. Alors là, on va parler du commerce pour l'instant. Et au niveau du commerce, enfin, je fais partie quand même d'une association, donc j'ai beaucoup de contacts. Je suis aussi dans la rue, je t'y vois, on s'y croise. Je sais que tu es à l'écoute. Mais aujourd'hui, enfin, rue des Carmes, 15 rideaux baissés aujourd'hui. 15 rideaux baissés rue des Carmes, d'accord, 4 qui ont été baissés dans l'année, qui ont été repris. Alors, il ne s'agit pas du tout d'incriminer la personne qui a repris pour faire du tout à 20 euros, à moins de 20 euros. Bon, là, j'avoue que même si vous n'avez pas beaucoup de poids là-dessus, enfin, en tous les cas, la municipalité n'a pas beaucoup de poids, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure image que la ville de Dax puisse donner dans la rue des Carmes, plus 2 agences immobilières qui ont été créées. Ça veut dire que cette rue des Carmes, qui était quand même le fleuron commercial, bah si, bien sûr, arrêtez, bien sûr que c'était le fleuron commercial. Ça a toujours été, la rue des Carmes a été quand même la rue commerçante de Dax. Bon, là, il se trouve qu'aujourd'hui, la rue des Carmes, elle est un peu en déshérence, on va dire. On peut l'écrire même des 2 orthographes, si vous voulez. Donc, moi, je veux bien, hein, tout va bien, mais moi, j'entends que tout va mal. Et tout va mal dans des commerces qui sont très représentatifs de la ville, et je crains même qu'il y ait encore de mauvaises nouvelles annoncées d'ici très peu. Alors, moi, je pense que cette commission, elle s'impose d'elle-même. Enfin, vous le savez sûrement, il y a même des pétitions qui circulent appelant à cette commission. Et une commission, ça ne veut pas dire qu'on va arroser à tout va, ça veut dire qu'on va examiner le cas de chacun. Il y a des entrepreneurs, mais je ne comprends pas que ça te fasse sourire, Amine. Il y a des entrepreneurs qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Hein. Franchement, je ne trouve pas ça drôle. Hein. Pas du tout. Hein. Bien. C'est pas la peine d'en rajouter des...
des couches sur la théâtralisation. On va répondre sur les faits précis. Grégory, tu voulais... Alors, concernant les 15 rideaux baissés, bon, je vais quand même voir s'ils sont vraiment 15 rideaux baissés. Nous, on a pris la ville en 2020, avant le Covid, quoi. Donc, on a pris les décennies de la ville avec une rue des Carmes qui était dans un état catastrophique. Avant la crise, nous, on a quand même subi une crise quand même assez conséquente, une crise du commerce qui est quand même assez conséquente. Ou alors, il faut être... je ne sais pas comment on veut dire, mais... je t'invite à aller voir les centres-villes à Paris, d'aller voir les centres commerciaux pas si loin qu'ici. Un après-midi, tu verras le nombre de commerces qui sont remplis par les chalands. Donc, ce n'est pas une crise qui est liée au centre-ville de Dax, c'est un contexte économique actuel qui est très, très compliqué. Qu'on soit à Dax, à Paris, rue Vaugirard ou dans un centre commercial en banlieue proche. Je pense qu'il faut arrêter de dire que le centre-ville de Dax périclite, ce qui est faux. Il est au même niveau du commerce que les autres centres commerciaux des autres villes de France. Donc, il ne faut pas faire une généralité, un cas particulier de la ville de Dax, parce que c'est un contexte économique qui est assez contraint. On voit Minelli qui ferme, les groupes Moi qui ferment, les galeries Lafayette sont en sauvegarde, en plan de sauvegarde au niveau national. Ce n'est pas lié à Dax, c'est lié à un contexte économique. Donc, je pense qu'il vaut mieux être ambassadeur de sa ville, dire on met tous les moyens possibles pour venir attirer et maintenir le commerce, que dire tous les jours que le commerce ne va pas. Moi, mon job, c'est pas dire ça s'est fermé. Le marchand de chaussures ou de vêtements que tu cites à 20 €, moi, je peux rien faire. C'est la liberté d'entreprendre. La personne veut créer son commerce, elle crée son commerce. Je ne vais pas contraindre quelqu'un d'entreprendre. Donc, moi, j'ai peux rien si ce type de commerce ne te plaît pas. Il doit sûrement plaire à d'autres personnes. Donc, nous, on met les moyens maximum pour faire venir les gens. On communique de façon active. On communique de façon positive. Que ce soit ici ou ailleurs, le contexte, il est catastrophique. Ce n'est pas qu'Adax. Le contexte économique du commerce est catastrophique dans la France entière. Il suffit de lire un peu la presse, de s'intéresser un peu et de ne pas regarder que le premier cercle qu'on a autour de soi. Donc, mais non, mais Yves, tu peux souffler. Mais le premier cercle, mais tu regardes ce qu'il y a autour de toi, mais sors de Dax, va voir ailleurs comment ça se passe, tu verras aussi discuter avec tous les commerçants ailleurs qu'à Dax. Tu verras que le contexte n'est pas forcément florissant. Et nous, on met les moyens pour, justement, il n'y a pas beaucoup de villes qui investissent autant de millions pour embellir un centre-ville comme nous, on le fait. Donc on en reparlera, vous verrez, vous serez surpris aussi par le taux d'attractivité de la ville. Merci. Alors, Axel Verdier-Bargaoui. Je crois qu'on dit la même chose, Grégory. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors Yves parlait d'un type de commerce. On est bien d'accord que la richesse du centre commercial, c'est sa diversité. On regrette juste qu'on ait 4 enseignes du même type dans la rue des Carmes. Après, il faut que l'offre elle soit plurielle pour que chacun y trouve son compte. Il n'y a pas de souci. C'est juste la diversité qui est un peu dommage et qui se réduit. Après, on fait le même constat que vous. C'est-à-dire que oui, on traverse une conjoncture qui est complexe. Oui, le commerce est en mutation. On ne le découvre pas aujourd'hui. On a quand même bossé dessus pendant 6 ans. Et on bosse encore dessus aujourd'hui. Sauf qu'à fortiori, on pense que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un signal fort des collectivités et que ça peut passer par là. Pour 460 000 € d'animation, c'est très bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas en affecter une petite partie, enfin d'ambiancer le centre-ville 460 000 €, est-ce qu'on ne peut pas en affecter une petite partie sur ce type d'aide? C'est notre question, c'est tout. Ok, Alexiara, je crois que vous voulez... Oui, pour compléter un peu la situation et pour compléter ce que dit Grégory, et pour lui dire la tâche qui est quand même la sienne, qui est extrêmement compliquée, on est dans un centre ancien quand même dont la situation est extrêmement dégradée, avec des immeubles pour qui certains sont quand même dans un état préoccupant. Et si aujourd'hui on a relancé la procédure du site patrimonial remarquable, c'est justement pour mettre en œuvre un document sur le centre-ville et avoir une stratégie à long terme pour justement accompagner ce centre-ville qui a des problèmes structurels. On ne peut pas régler ce genre de questions en quelques mois. Vous avez l'exemple de la tarterie en début de la rue des Carmes, c'est un dossier extrêmement lourd qui ne se réglera pas en quelques semaines. Donc ce genre de situation, on l'a anticipé, on l'a analysé. Vous aurez donc dans le courant de la fin de l'année la validation du périmètre du site patrimonial remarquable. On est dans la deuxième phase de réflexion de savoir quel document on va mettre en œuvre pour ce site patrimonial remarquable. Et c'est à travers aussi ce SPR qu'on pourra mettre en œuvre des outils beaucoup plus lourds, beaucoup plus interventionnistes pour pouvoir justement trouver des solutions à ces immeubles qui posent aussi des problèmes au commerce. Parce qu'on l'avait identifié dans le précédent mandat, la difficulté, c'est qu'on a des commerces avec des étages vides, et donc trouver la solution pour pouvoir accéder au commerce et accéder au logement, c'est un problème. Des îlots qui sont, il faut le dire, insalubres, et quand vous avez des immeubles qui sont insalubres, installer un commerce, c'est compliqué.
Donc toutes ces questions-là, elles ne peuvent pas se résoudre en quelques minutes. Et je le dis, pour mon collègue du commerce, c'est une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans certaines cellules commerciales. Merci. Pas d'autres interventions? Donc juste rapidement, hein, pour conclure, parce que beaucoup de choses ont été dites d'ailleurs de part et d'autre. C'est vrai, hein, on est sur une crise du commerce en centre-ville qui dure depuis des années et qui s'accentue encore par différents cycles. Et devant cette crise, devant ces difficultés, il y a deux attitudes. Soit on se dit effectivement, on prend des mesures plutôt temporaires de réaction, comme la commission que vous proposez de monter, avec, il faut le dire, parce que peu de villes ont choisi cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, les résultats, ils sont très limités. Les calculs des pertes d'exploitation auxquels vous faisiez allusion, c'est très compliqué. On prend plusieurs années de référence, des moyennes. Au final, les indemnisations éventuelles qu'ont les entrepreneurs auxquels vous faites allusion à fort juste titre, elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce que leur commerce ou leur entreprise a perdu à cause de ces crises structurelles. Hein. Et donc, soit, effectivement, ces réactions qui peuvent s'entendre, hein, plutôt de court terme, avec la création, de très court terme, avec la création de ces commissions, soit, et c'est vrai le parti qu'on a pris, eh ben, de se dire, il faut, pour revitaliser un centre-ville comme le nôtre, y aller de manière forte. Y aller avec des investissements structurants, y aller pour refaire et repermettre une nouvelle expérience en centre-ville totale. Ça passe effectivement parce qu'on fait actuellement des travaux de réfection de tout le plateau piétonnier pour que les espaces publics ils soient beaucoup plus agréables que ce qui était proposé avant. Ça passe, comme le disait Alexis, par des investissements avec l'accompagnement de promoteurs et d'investisseurs sur le logement qui doit devenir qualitatif sur le centre-ville. Ça passe par des actions d'animation commerciale et d'animation générale sur la ville pour y faire venir du monde. Et effectivement, le but, c'est que sur le long terme, c'est-à-dire, ça fait 3 ans qu'on a lancé ces travaux, vous voyez qu'il y a déjà plusieurs rues qui ont été refaites sur le centre-ville et ça continue. Il faut que très rapidement, l'expérience soit nouvelle et les choses se relancent. Et on constate que les rues qui ont été refaites voient leur commerce avoir un chiffre d'affaires qui augmente déjà dès la requalification de la rue. Alors souhaitons que ce soit pérenne et que ça continue, mais il y a des effets très concrets. Donc c'est vrai que c'est le choix qu'on a fait. On a dit il faut mettre le paquet. Et effectivement, du coup, on n'a pas consacré de moyens sur ces commissions qui, je le redis, hein, sont utilisées par très peu de collectivités parce que les effets ne sont jamais à la hauteur des attentes des entrepreneurs qui y proposent des dossiers. Et je ne remets pas en cause ce que vous dites hein, sur la difficulté des commerçants quand les travaux sont dans leur rue. On est entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on les accompagne en permanence. C'est pour ça qu'il y a des réunions chaque semaine pour leur dire exactement où en sont les travaux et la manière et la vitesse à laquelle ils avancent pour qu'ils puissent s'organiser au mieux. J'ouvre pas si effectivement les travaux sont juste devant chez moi. Vraiment, sur ça, parce qu'on leur doit, on est vraiment très vigilant. Après, effectivement, personne ne pourra nier que... On a organisé plusieurs réunions pour les rassembler tous, pour prendre leurs avis et puis pour leur donner les informations. On n'a jamais nié que, effectivement, des travaux, c'était un mal pour un très bien plus tard et que, effectivement, passer ces périodes-là n'était pas simple. Sur juste le dernier point, sur ambiancer le centre-ville, bon, c'est vrai que l'expression... je ne sais pas si le verbe ambiancer existait à l'origine, mais c'est le cas maintenant. Donc ambiancer le centre-ville, c'est plus de 400 000 € en investissement. Et de toute façon, enfin, vous connaissez ça, ce n'est pas des sommes, parce que c'est beaucoup plus compliqué de les trouver en fonctionnement à l'instant T. Donc de toute façon, et parce que le but d'Action Cœur de Ville, c'est bien évidemment d'être accompagné financièrement par notamment l'État. Et donc on ne peut inscrire que des sommes en investissement. Et donc ces aides-là, elles sont... du domaine du fonctionnement, donc on ne pourrait pas même, si on le souhaitait, faire le transfert des 460 d'un côté à l'autre. Voilà, donc effectivement, tout le monde est bien conscient de la situation. Moi, je suis convaincu que, comme le disait Grégory Alexis, on emprunte la bonne voie, qui bien évidemment, là,
nous met dans une période qui n'est pas facile quand les travaux ont lieu dans les rues des différents commerçants. Mais je suis convaincu, nous sommes convaincus qu'à terme, c'est ce qui permettra à notre centre-ville de retrouver sa vitalité. Est-ce qu'on a donné les... On va le faire alors. Ah, pardon, Yves Loumet, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui, merci. Juste une petite remarque, puisqu'il est précisé dans la délib que cette délib a eu un avis favorable de la Commission économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme du 26 septembre 2023. Il faut savoir que l'avenant dont il est question, nous l'avons eu après la Commission. Donc il était assez difficile de se prononcer sur l'avenant. Vous ne pouviez qu'être d'accord du coup. Non, je plaisante, Grégory Randet va vous... Oui, on a eu un problème technique, mais je te l'ai envoyé dans la foulée de la commission 5 minutes après. Et comme j'ai toujours dit, la porte du DVECO est toujours ouverte. Je suis un élu disponible et disposé à répondre à toutes les questions. Ça se joue un peu alors. Et du coup, vous l'avez lu? Bon. Donc on vote. Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Merci. On va passer maintenant aux ouvertures dominicales 2024. Toujours Grégory Randet. Oui. Alors, c'est comme les feuilles à l'automne, ça revient tous les ans. Un marronnier. Un marronnier. La loi 2015-190, 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, contient notamment des dispositions relatives aux règles applicables en matière d'exception au repos dominical dans les commerces de détail. Ces dispositions prévoient la possibilité d'ouverture des commerces 12 dimanches par an et ont renforcé l'obligation pour les entreprises de négocier contrepartie pour les salariés travaillant le dimanche à la base de volontariat via des accords collectifs. Les ouvertures dominicales des commerces de détail à dominante alimentaire sont concernées par 2 dispositifs. La première dérogation au repos dominical est de droit. Il s'agit du repos hebdomadaire qui peut être donné le dimanche à partir de 13h, ce qui signifie que les commerces à dominante alimentaire peuvent être ouverts tous les dimanches matin sans demande préalable. La seconde dérogation est soumise à autorisation du maire après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés, chose faite récemment. Le conseil municipal doit avoir délibéré préalablement pour fixer le nombre de dimanches concernés et l'avis conforme du conseil de la communauté d'agglomération doit être requis si le nombre de dimanches est supérieur à 5. L'arrêté du maire fixant la liste des dimanches autorisés doit être pris avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante. Cette dérogation au repos dominical permet l'ouverture en journée d'un nombre fixe de dimanches dans l'année habituellement sollicité par les surfaces de vente à dominante alimentaire, je ne ferai pas de publicité, et les magasins spécialisés pour les temps forts commerciaux. Les dates des dimanches ouverts doivent être identiques pour toutes les surfaces de vente alimentaires. Pour le commerce de détail autre qu'alimentaire, les dérogations au repos dominical sont régies par le statut des communes d'intérêt touristique ou thermal, comme celle de Dax, par la loi du 6 août 2015, zone touristique, et ne nécessitent ni délibération ni arrêté de la commune. Pour l'année 2024, donc, après consultation des syndicats de salariés et patronaux, il s'agit de positionner en cohérence le statut de zone touristique en tenant compte des temps forts commerciaux et de l'importance de limiter l'évasion commerciale vers les territoires voisins et concurrents. En conséquence, il est proposé de fixer à 8 le nombre de dimanches autorisés, ce qui permet aux surfaces de vente de détail alimentaire de plus de 400 m² d'ouvrir 5 dimanches et de bénéficier de 3 dates au titre des jours fériés. Le nombre de 8 est le même depuis 3 ans. À ce titre, l'avis conforme par délibération du conseil de communauté d'agglomération du Grand Dax sera requis suite au vote du conseil municipal sur le nombre de dimanches autorisés. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable sur le nombre de 8 dimanches concernés pour l'ouverture des surfaces de vente à dominante alimentaire pour l'année 2024, étant précisé que le conseil municipal s'était prononcé sur 8 dimanches en 2021, 2022, 2023, après avis conforme de la communauté d'agglomération du Grand Dax, et de saisir pour avis la communauté d'agglomération du Grand Dax. Merci pour votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Martine Labarchède, maintenant, pour des acquisitions au musée de Bordin. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, pardon. Les collections du musée de Borda s'enrichissent régulièrement d'œuvres directement liées à ces orientations thématiques. S'agissant d'objets liés à l'histoire de la ville de Dax, des objets ont été récupérés lors de la dernière rénovation de l'hôtel Splendide. Ils ont été jugés pertinents pour enrichir les collections du musée. Alors vous avez la liste sous les yeux et des photos dans vos tablettes. Je ne vais pas vous énumérer tout ça.
Donc, conformément à l'article R 451-2 du Code du patrimoine, pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'État, toute décision d'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux est précédée de l'avis de la commission scientifique régionale ou interrégionale des collections des musées de France. Cette commission a été sollicitée et a donné un avis favorable en date du 3 août 2023 pour l'intégration des objets datant de 1929 à l'inventaire du musée. En parallèle, au début de l'année 2022, la famille Boé-Villaumet a contacté la ville de Dax pour l'informer de son intention de faire don à son musée, sans charge ni condition, d'un cercle de réflexion offert en 1788 par Louis XVI à l'amiral Jean-Baptiste Philibert Villaumet. Après un avis favorable, toujours de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, en date toujours du 3 août 2023, ce don a été accepté par décision de Monsieur le maire. Il convient également d'intégrer cet objet à l'inventaire des collections du musée. Y a-t-il des questions? Et c'était très complet. N'est-ce pas? Vous avez donné tous les détails. Ah oui. On peut poursuivre. Bon, il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'affectation au musée de Borda de tous ces objets acquis par la ville, approuver l'inscription à l'inventaire des collections du musée de Borda des objets de 1929 et du cercle de réflexion offert en 1788 par Louis XVI à l'amiral Jean-Baptiste Philibert Villaumet, autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On va donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci Martine Labarchède, toujours pour cette fois-ci le programme de travaux et d'investissement, toujours au musée de Borda. Alors, le musée de Borda est labellisé Musée de France et à ce titre, il doit remplir les missions définies au Code du patrimoine à l'article L 441-2 sous la tutelle scientifique du ministère de la Culture. Pour ce faire, il doit être installé dans les locaux adaptés à ses usages et à être équipé du matériel nécessaire à la mise en œuvre des actions de conservation préventive adaptées aux collections et aux sites archéologiques conservés. En 2023 et 2024, plusieurs investissements sont prévus, notamment la restauration-valorisation de la basilique antique. Comme vous le savez, la première tranche des travaux de restauration-valorisation s'est terminée en septembre 2023. Après ces travaux de remise en place d'un climat propice à la conservation du site, la phase de stabilisation et d'observation des conditions d'assèchement des vestiges sera suivie de la tranche 2 des travaux prévus au marché 18 DX 186. Ils consisteront à restaurer partiellement les maçonneries antiques et à mettre en place un nouveau parcours muséographique valorisant les collections gallo-romaines du musée. Cette phase est prévue de septembre 2023 à juin 2024. La réfection partielle de la toiture de la chapelle des Carmes. Encore une. La vétusté des toitures du bâtiment abritant les expositions du musée de Borda au 11 bis rue des Carmes a entraîné à plusieurs reprises des infiltrations d'eau pluviale traitées par des réparations ponctuelles. La répétition du phénomène perturbe la maîtrise du climat nécessaire à la bonne conservation des collections présentées dans les salles d'exposition temporaires. Cette situation a conduit le service technique à envisager la réfection des toitures en cause. Après évaluation, il s'avère nécessaire de refaire l'ensemble de la toiture des salles Est. Le montant des travaux programmés est évalué par le service technique à 41 667 € hors taxes. Il y aura également l'amélioration du suivi climatique. La précarité climatique des bâtiments nous impose une vigilance accrue sur les évolutions thermo-hygrométriques des salles d'exposition du musée. Afin de maintenir les conditions de conservation des œuvres dans les salles d'exposition temporaires et sur le site archéologique, l'enregistrement des données climatiques est nécessaire. Un matériel d'enregistrement et un logiciel de suivi doivent être acquis afin d'effectuer un suivi en dehors des heures d'ouverture au public et ajuster les mesures de conservation préventive. Le coût de ce matériel est estimé à 2 600 € hors taxes.
Alors, bien entendu, des aides seront demandées. Afin de réaliser ces actions, des demandes de subventions au meilleur taux peuvent être présentées au conseil départemental au titre de l'aide à l'investissement des musées de France. Donc, Merci. Pardon. Non, c'est bon, le budget prévisionnel, vous l'avez sous les yeux. Je ne vous le lis pas. Bon, Ou, si d'accord. vous voulez, je peux le faire. Non, je plaisantais. Pas Y de a-t-il questions des questions du coup? Voilà. On le demande. C'est ça. Pas de questions? On peut poursuivre alors. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le programme des travaux et d'investissement présenté, autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci Martine. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Sarah Péchaudral-Dourte maintenant pour les conditions de mise à disposition d'une salle au sein de l'espace multifonction Rosa de Souza dans le quartier de Cuyès. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc après l'inauguration de cette salle en juin, nous allons par le biais de cette délibération encadrer son utilisation. Il est proposé que cette salle multi-activité puisse être mise à disposition gratuitement de structures et associations partenaires de la Maison des Citoyens afin d'y développer des actions à vocation sociale à destination des habitants du territoire d'Aqua. Les modalités de mise à disposition de la salle sont organisées via le règlement intérieur 6 juin et chaque mise à disposition fera l'objet d'une convention que vous avez aussi en pièce jointe, signée par les deux parties et une décision viendra acter cette mise à disposition. Merci. Petites des questions? Oui, Madame Verdière-Bargaoui. Oui, une question très simple. En fait, il est précisé dans la délibération donc, que cette salle sera gratuitement mise à disposition des structures et associations partenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles structures et associations sont partenaires actuellement de la Maison des Citoyens, s'il vous plaît? Bien sûr. Bon, déjà, vous savez que nous travaillons avec la CAF. Il y a plusieurs missions sur la Maison des Citoyens, comme la politique de la ville, le REAP, l'insertion professionnelle, mais aussi, voilà. Donc, en fait, on a toutes les entreprises du pacte. Vous avez aussi tout un tas de partenaires et associations avec lesquels nous faisons vivre le REAP et le CTP. Donc, voilà. Oui, on a voulu, sous le contrôle de Sarah, mais laisser une appellation assez large pour justement permettre à beaucoup d'associations qui, du coup, deviendraient partenaires de la Maison du Citoyen de manière très simple pour, il y en a qui organisent des cours de danse, du soutien scolaire, voilà, que tout le monde puisse bénéficier de cet espace, mais on se garde quand même la possibilité de voir le projet avec eux afin que voilà, ce soit lié à ce que nous voulons proposer dans cet espace qui reste municipal, sans oublier l'association Culture QS et Loisirs. D'accord. Mais du coup, l'ensemble des associations d'Aqua pourront demander à bénéficier de cette salle ou... Ouais, le but, c'est qu'ils aient un projet lié à la vie du quartier, parmi ceux que je proposais, que ce soit sportif, culturel, pour que ça reste. Le but, c'est que ça soit un lieu de vie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, tout ça, elle est très sympa, très bien agencée. Et donc voilà, que ce soit un lieu de vie, d'animation pour les habitants du quartier, quel que soit leur âge. Mais le but, c'est effectivement pas que ça devienne non plus une salle de quartier comme on peut en avoir d'autres, où des gens peuvent faire un anniversaire ou autre, parce qu'elle doit garder cette vocation liée aux actions que nous menons, notamment avec la Maison des Citoyens. Donc elle ne rentre pas dans le champ des autres, on est bien. Enfin, Non, c'est non, quand même un non, peu non. différent. Ouais, c'est comme une salle de c'est proximité. plutôt une salle D'accord. d'activité quoi, pour le quartier. Ouais. Ok, merci. Mais au sens large. Merci. Là, par C'est pour exemple, ambiancer le cette semaine, sur la semaine bleue, on a fait hier, mercredi matin, un atelier culinaire et hier après-midi, un atelier sophrologie. Voilà. Ce qui n'a rien à voir. Alors, Yves, mais non, c'est complémentaire. Yves Loumet. Oui, juste une petite remarque, parce que moi je suis... ça va être ma soirée remarque. Oui, remarque sémantique. Parce que moi, je suis allé voir la définition de partenaire. En fait, ce terme de partenaire, il nous gêne, vous l'avez compris. Donc, je suis allé chercher la définition de partenaire dans le Petit Robert. On a déjà parlé avec Grégory du Petit Robert. Alors, il y a deux significations. La seconde, on va commencer par la seconde. C'est une personne avec qui on a des relations sexuelles. Donc là, je pense qu'on peut l'exclure. Oui, ou non? Attendez, je vous ai dit qu'on laissait au sens large. Ah, d'accord, ok. Bon, donc on ne l'exclut pas tout à fait.
Et par contre, la première, je l'ai perdue. En fait, c'est une Ouais, personne. vous êtes resté focalisé sur l'autre, on a bien compris, monsieur Voilà, Loumet. j'ai un téléphone qui est un peu. Elle vous intéressait beaucoup plus. Alors, dans le cadre de cette maison des citoyens, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à la première, donc c'est personne avec qui on est allié contre d'autres. C'est ça qui me gêne dans la définition. Alors bon, je pense que le... Attends, laisse-moi finir, Greg. Je pense que le mot a peut-être été mal choisi. Parce que c'est vrai qu'on dit partenaire, et ça, on sous-entend, quand il y a des partenaires, il y a des adversaires. Partenaire au rugby, partenaire à la belote, partenaire... Vous voyez ce que je veux dire? Et la seconde, effectivement. Alors, puisque vous me posez Moi, la c'est juste question, que ça me gêne, ce vous partenaire. voyez ce que je veux dire? Non, vraiment, là, je pense que D'accord, vous cherchez des poux dans les têtes de gens qui sont chauves, Ils sont chauds, pour le coup. d'accord, ok. Je ne parle pas de Pascal Dagès, bien évidemment. Non, voilà. Allez. Alors, je veux que vous dormiez bien ce soir, Me voilà. monsieur Loumet. Le but, c'est justement de permettre à toutes les structures qui souhaitent s'associer aux actions menées, que ce soit des structures plutôt institutionnelles, on parlait de la CAF par exemple, pour participer financièrement, mais des structures aussi associatives pour proposer des activités, qu'elles puissent le faire. Et donc on a laissé ce terme qui nous paraissait large et faire l'unanimité jusqu'à ce que vous ouvriez le petit Robert, pour justement voilà, que l'acceptation soit assez ouverte pour que tous ceux qui veulent participer à des actions à QS, et pris au sens large, parce que bien évidemment tout le monde peut y venir, puissent le faire. Donc soyez rassurés, et si jamais vous constatez que ça n'est pas interprété de cette manière, je sais que vous pourrez nous le signaler, et on a des personnes très présentes et qui vivent sur ce quartier qui sauront nous le dire aussi. Ils auront raison. Pas d'autres questions? On avait donné les... Alors on va le faire. Pas de souci. Donc, il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à disposition de l'espace multifonction Rosa de Souza à titre gratuit aux différents partenaires associatifs de la Maison des Citoyens et de la ville. Approuver les conditions de mise à disposition fixées par la convention jointe en annexe. Approuver le règlement intérieur de l'espace multifonction Rosa de Souza et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Sarah Péchaud-Draldourt, toujours pour la désignation d'un représentant de la ville de Dax au sein du nouveau centre départemental d'action sociale des Landes qui concerne le village landais Alzheimer. Oui, merci. Alors, depuis 2016, la ville de Dax est membre du groupe d'intérêt public, le GIP, Village Landais Alzheimer, Henri Emmanueli, créé par le département des Landes. Par délibération du 26 juin 2023, le Conseil départemental des Landes a approuvé la création et les statuts d'un établissement public à caractère administratif, dénommé Centre départemental d'action sociale des Landes. Ce SDAS aura pour fonction à compter du 1er janvier 2024 de gérer le village landais Alzheimer dans sa fonction hébergement de l'établissement expérimental, mais aussi du portage des interventions à but social et médical-social du département des Landes. Cet établissement public, distinct du GIP, qui demeure, continue d'associer la ville de Dax, qui, conformément à l'article 6 des statuts du SDAS, doit proposer par délibération du conseil municipal un représentant pour siéger au sein du conseil d'administration. Il convient donc de faire appel à candidature, puis de procéder aux opérations de vote, le cas échéant à main levée, sur décision à l'unanimité du conseil municipal. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je poursuis ? Écoutez, si vous le proposez. Oui, bien sûr. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir proposer Madame Péchaud-Draldourt, représentant titulaire, et Madame Camilla Gisèle, représentant suppléant, pour siéger au conseil d'administration du conseil départemental d'action sociale des Landes, au nom de la ville de Dax, dire que la présente délibération sera modifiée à Monsieur le Président du département des Landes et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée? En fait, c'est le village Alzheimer qui change de statut juridique, comme vous l'avez compris. Non. On peut y aller alors. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Sarah, toujours pour le contrat territorial d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants dont les bénéficiaires d'une protection internationale avec la signature d'un avenant.
Oui, la ville de Dax a approuvé la signature du contrat territorial d'accueil et d'intégration, CTAI, au titre de l'année 2022 par délibération en date du 10 novembre 2022. Pour rappel, les objectifs de ces CTAI sont de favoriser l'apprentissage linguistique via l'association SOS Solidarité, l'accès et le maintien dans le logement via la maison du logement, l'accès à la santé via le PASS, l'hôpital de Dax, l'accès à la parentalité et la petite enfance, par la ville de Dax et son CCAS, et notamment la Maison des citoyens et la Maison de l'enfance. Au vu des actions réalisées par la ville et son CCAS en 2022, la DDE-TSPP a validé le principe de l'obtention des financements pour 2023. Concrètement, la prolongation du CTAI en 2023 permet de percevoir des crédits pour un mi-temps d'auxiliaire de périculture sur la Maison de l'enfance afin de renforcer l'équipe en place et afin d'accompagner l'accueil des publics réfugiés, environ 20% du public, et un mi-temps d'accueil social à la Maison des citoyens pour renforcer la présence de l'accueil et arriver à un temps plein, permettant une ouverture matin et après-midi de ce service. Ce contrat s'inscrit pleinement dans la politique de cohésion sociale et de solidarité portée par la ville de Dax et ses services. Il s'agit donc de proroger le contrat d'accueil et d'intégration pour 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On peut poursuivre. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la signature de l'avenant joint en annexe qui proroge au titre de l'année 2023 le contrat territorial d'accueil et d'intégration de Dax adopté en 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Amine Benalia-Brouche, maintenant pour un dossier qui, je le sais, lui tient à cœur. Le concours de décoration de sapin de Noël, avec peut-être le nouveau nom qu'on aura cette année. Bien. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, par souci donc de mieux accompagner les amicales et associations qui souhaitent redynamiser leur quartier au travers des actions qu'elles entreprennent, la ville de Dax organise un concours, comme chaque année, de décoration de sapins de Noël. Le concours a pour objet d'inciter les habitants et les bénévoles à participer activement à la confection des décors du sapin dédiés à chaque quartier et à prendre part à cette action collective qui vise surtout à renforcer le lien social sur les différents territoires de la cité. Le concours est organisé selon les principes de la laïcité, en fonction des modalités fixées par la ville et selon le règlement que vous avez eu en annexe. Alors, monsieur le maire, le thème cette année proposé pour l'édition 2023 est « Mon sapin olympique ». Voilà, pour annoncer, faire la transition avec 2024. Merci, on avait compris. Ouais. C'est bien de le rappeler. Pas de questions? Si, Yves Loumet, qui a certainement vu la définition du mot sapin. J'ai cherché. Je plaisante. Non, pas du tout. En fait, je ne vais même pas parler des sapins. On a fait une commission très intéressante avec Amine l'autre jour, où on a fait le bilan du forum des assos. Donc, si je peux dire un mot, si ça m'est permis, sachant que ce n'est pas l'ordre du jour. Ça dépend. Est-ce que c'est positif? C'est positif. Bon, ben, allez-y, monsieur Loumet, bien évidemment. Faites attention, ça va faire jurisprudence. Alors, oui, possible. Aujourd'hui, cette manifestation est organisée. Bon, c'était un samedi où il a beaucoup plu. Colette Besson, à mon avis, bon choix. Donc, vous voyez, c'est très positif. Je vous félicite. Parking archi complet. Non, pas de mais. Non, il n'y a pas de mais encore. Et finalement, je pense ça a été un franc succès populaire. Sauf que, mais non, attendez, non, ça va, c'est positif. Sauf que pour préparer une telle journée, il y a beaucoup de travail au niveau des gens qui installent les stands, qu'ils soient des assos ou qu'ils soient des services de la ville. En plus, là, on n'a pas eu de chance, il a plu toute la journée. Par contre, qu'il pleuve 2 jours de suite à Dax, c'est très rare, enfin, avec une telle violence. Donc pourquoi ne pas organiser le forum des assos sur un week-end, sur 2 jours? Vous voyez, ça c'est une vraie question. Une vraie proposition en même temps. Ok, Amine Benalia-Brouche. Donc, c'est tout simplement ce que j'avais dit également autour de la table et tu l'avais également avancé. Je t'avais dit que c'était quelque chose que nous allons étudier pour voir s'il y avait une possibilité, ce que nous allons prévoir
la programmatique de l'année prochaine le permet, mais en tout cas, nous allons travailler en ce sens pour voir si nous sommes en capacité de pouvoir le faire sur 2 jours. Et puis, bien sûr, avec d'autres nouveautés pour faire en sorte qu'on ne s'étouffe pas et qu'on continue à amplifier la dynamique. Merci. Amine, on clôture sur ce Pardon, j'ai oublié, sur j'ai ce été à bel mon é- ordinateur, bel tellement que tu élan m'as de- fait des compliments, j'ai plus les phrases. bel élan de co-construction. Mais effectivement, il faut voir parce que ça mobilise quand même aussi des moyens sur 2 jours. Hein, et pour les associations aussi, qui doivent du coup mobiliser des bénévoles 2 jours pour tenir le stand. Oui, non, je dis pas que c'est pas possible, mais ça sera quand même C'est lourd, hein. à regarder avec tout le monde pour voir la soutenabilité. J'ai meublé pour que Amine retrouve Merci, ses phrases. merci. Pardon. Merci. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'organisation d'un concours de décoration de sapin pour l'année 2023, d'approuver le règlement de concours de décoration de sapin de Noël 2023, d'approuver le montant et la nature des dépenses et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. On passe maintenant au point numéro 16, les décisions modificatives de l'exercice 2023. En l'absence de Mylène Hainaut, je vais rapporter cette délibération avec beaucoup moins de talent que celui avec lequel elle l'aurait fait. Donc les décisions modificatives, vous le savez, c'est une délibération qui permet d'ajuster en fait notre budget en dépenses, en recettes, en fonctionnement et en investissement en fonction de la réalité de l'avancée de l'exercice. Il nous est donc proposé sur le budget principal et concernant la section d'investissement d'augmenter la prévision de dépenses de 599 240 euros avec notamment une accélération des travaux de remplacement de l'éclairage public, toujours dans l'objectif de réduire les charges de fonctionnement sur ce poste qu'on a eu l'occasion déjà de décrire ici, de passer sur notamment du LED. On est en plus accompagné sur des mesures d'intracting par la Banque des Territoires et le SIDEC, c'est-à-dire la possibilité de rembourser en fonction des gains justement et des gains et des économies d'énergie, le fonds vert aussi. Donc ces travaux de remplacement d'éclairage public sont à hauteur de plus de 110 000 euros. Des travaux aussi rendus nécessaires par l'accession, vous le savez tous, de notre club de rugby, l'US Dax Rugbyland en Pro D2, à hauteur de 130 000 euros supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. La hausse du coût prévisionnel du ravalement de façade de l'Atrium, 160 000 euros. Et puis la révision de travaux divers dont on a constaté quelques augmentations sur la crypte, la basilique, 23 000 euros. Les candélabres du vieux pont qu'il faut finalement conserver à l'identique, ce qui coûte plus cher à 33 000 euros. Et encore l'enfouissement des réseaux de la rue des Carmes qui ont généré des augmentations de 40 000 euros. Du coup, on met des financements, des recettes en face pour financer ces nouvelles dépenses, un virement complémentaire de la section de fonctionnement de 30 000 euros, une subvention pour la rénovation de la bibliothèque à hauteur de 400 000 euros et le produit supplémentaire que nous n'avions pas prévu de la dotation nationale des amendes de police à hauteur de 169 000 euros. Alors, ce n'est pas les amendes qui sont dressées sur la ville de Dax qui sont reversées. Il y a un calcul national beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on a toujours des différences entre ce qui est prévu et ce que nous touchons. Sur la section de fonctionnement maintenant, une augmentation des dépenses à hauteur de 196 000 euros qui concerne en dépenses donc le remboursement à l'agglo d'un sinistre qui était intervenu sur la station d'épuration avant le transfert de compétences. Donc les assurances nous ont remboursé à nous. Donc on a la dépense d'un côté puis la recette liée à l'assurance de l'autre à hauteur de 120 000 euros. Les travaux, cette fois-ci en fonctionnement sur le stade de Maurice Boyau à hauteur de 29 000 euros. La hausse des taux d'intérêt, puisqu'on a encore une petite partie de nos emprunts qui sont liés à des taux légèrement variables, mais encadrés à hauteur, donc, cette augmentation des taux d'intérêt de 12 000 euros. Le maintien de l'opération emblématique sapin de Noël dont on parlait. On remet donc 4 000 euros sur ce poste. Et puis le virement à la section d'investissement dont je parlais à hauteur de 30 000 euros.
Et les recettes en face sont donc les assurances dont je parlais pour la STEP, les recettes d'ordre en travaux de régie qu'on équilibre entre fonctionnement et investissement à hauteur de 30 000 euros, et puis une subvention perçue pour le Tour de France à hauteur de 55 000 euros, et puis la dotation nationale de péréquation qui est au-dessus à 7 000 euros. Voilà pour le budget principal. Et pour le budget annexe des fêtes, c'est le seul budget annexe qui nécessite une DM. C'est un virement entre chapitres, en fait, de 17 000 euros entre le chapitre 11 et le chapitre 12, charges à caractère général, vers les charges de personnel, puisque nous avons eu un nombre plus important que prévu de toreros français qui sont venus. Et pour les toreros français, en fait, on rémunère les quadrillas directement, ce qui fait qu'il faut passer d'un chapitre à l'autre. Voilà pour ces décisions modificatives. Y a-t-il des questions? Monsieur Loumet. Monsieur Loumet, oui. Monsieur Loumet. Alors pour le coup, c'est une remarque ce coup-ci. L'atrium, peinture de la façade, qui passe de 80 000 à 240 000. C'est multiplié par 3, je trouve ça hallucinant. Moi, je viens de repeindre ma façade. J'ai fait faire un devis. Si la facture avait été le triple du devis, je pense qu'il y aurait eu souci. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une explication? Du coup, c'est une remarque et une question, d'ailleurs. Il y en a d'autres ou c'est... Non, ça y est, c'est bon. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous sur le caractère pénible de ces situations. Donc, on a des estimations en amont. C'était 80 000 et puis il y avait une réévaluation. On était à 100 et quelques mille, en fait, entre tous les postes concernés. Mais effectivement, on est au double parce que, vous savez qu'on lance des marchés, des appels d'offres, et puis les entreprises répondent après. Entre les estimations qu'on a, surtout en ce moment, mais là on arrive quand même à des sommets, un an avant, et puis quand les entreprises, quand elles répondent, qui répondent à l'appel d'offres, on en arrive à ces situations-là. Donc on avait deux solutions. Sursoir, dire puisque on est au-dessus de ce qu'on avait prévu, on rend tout ça infructueux et puis on ne fait pas. Et c'est vrai qu'on a décidé de faire quand même parce que cette façade de l'atrium nécessite depuis maintenant des années d'être, parce qu'on la voit, qu'elle est emblématique de notre centre-ville, d'être repeinte. Donc c'est le mieux disant en plus. Donc il y a d'autres offres. Hein. Et on a décidé effectivement de valider, mais je suis d'accord sur l'aspect très pénible de cette situation. Et bien évidemment, on ne peut pas négocier derrière. On fait, donc soit on ne fait pas, soit on fait avec le mieux disant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc d'adopter les décisions modificatives. Pardon, je croyais que quelqu'un voulait... Ah si, pardon, Madame Verdière-Bargaoui. Je vais juste me permettre de faire une remarque pour expliquer notre abstention pour qu'elle ne soit pas mal comprise. Bien évidemment, on valide l'ensemble des points, enfin en tout cas le dernier point, la dernière remarque qu'a faite Yves Loumet par rapport à la peinture de l'atrium. Sauf qu'en cohérence avec les votes habituels que nous avons au niveau du budget, nous nous abstiendrons sur cette délibération, mais nous sommes ravis que la peinture de l'atrium soit faite. Merci. Oui, non, j'ai compris que c'était pas une opposition sur les travaux, mais... Et puis je connais cette difficulté quand il y a l'ADM et qu'on a voté contre le budget, je connais ça par ailleurs, toujours. Pas toujours quoi faire. Ouais. Donc, il nous est demandé d'adopter les décisions modificatives concernant le budget principal et le budget annexe des fêtes tels que figurant dans le tableau si annexé tel que je vous les ai décrites et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté avec cette abstention. Merci. Les autorisations de programme et crédits de paiement qui suivent en fait ce que je décrivais tout à l'heure. Donc vous avez un tableau qui est annexé. Donc les autorisations de paiement et crédits de programme, c'est ce qui permet d'inscrire des investissements sur plusieurs exercices puisqu'ils vont durer justement sur plusieurs exercices. Donc on en a plusieurs qui sont revus en fonction des montants qui sont à revoir justement et dont on parlait tout à l'heure, notamment la restauration de la crypte et le renouvellement des bulles, c'est-à-dire l'accélération du changement de l'éclairage. Et puis il nous faut clôturer, j'allais dire enfin, l'autorisation de programme P190-79, démolition du rail à l'ail, qui est arrivé à un montant de 781 000 euros TTC pratiquement.
Y a-t-il des questions? Pas de questions. Il nous est donc demandé d'approuver le montant des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement tels qu'ils figurent dans le tableau ci annexé, d'approuver la clôture de l'AP P190-79 démolition du rail à l'ail au montant de 780 956,78 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Avec 6 abstentions et demi. Non, 7 abstentions. Je vous remercie. Tableau des effectifs maintenant, le point numéro 18, avec leur mise à jour, puisque là aussi, régulièrement, on est amené à faire évoluer ce document administratif par rapport à l'évolution de la structure de ressources humaines de la collectivité. Il s'agit en fait d'ouvrir et fermer les postes et de supprimer ceux qui n'ont plus de raison d'être en raison notamment des passages de grade ou changement de statut des différents agents. Donc vous avez tous les postes listés en fonction de la filière et des catégories des agents. Ils nous ont donc demandé d'approuver les tableaux des effectifs ci annexés. Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la ville et de la Régie des boues, puisque bien évidemment il y a des incidences sur les rémunérations, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. La mise à disposition d'agents municipaux auprès des clubs sportifs. Maintenant, ça c'est aussi une politique mise en place depuis de nombreuses années au sein de notre ville, qui permet en fait à la ville d'accompagner certains clubs sportifs, notamment sur les activités du mercredi, en détachant 2 agents vers les clubs de l'Envolée de Dax et de l'Union sportive d'Aquoise. En fait, on continue avec les agents qui étaient inscrits dans ce dispositif depuis l'origine pour l'année scolaire 2023-2024. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous nous avons demandé juste de prendre acte des conventions de mise à disposition de 2 agents municipaux auprès des clubs sportifs, que sont donc, comme je le disais, l'Envolée de Dax et l'Union sportive d'Aquoise, qui sont annexés à la délibération pour l'année 2023-2024. Donc on prend juste acte. Je laisse maintenant la parole à Guillaume Lossu pour l'indemnisation d'agents dans le cadre de la protection fonctionnelle. Merci Monsieur le maire, bonsoir messieurs, dames. Effectivement, c'est une délibération malheureusement récurrente, on va dire. Donc je vous rappelle que conformément au Code général de la fonction publique, donc la collectivité est tenue d'assurer la protection fonctionnelle des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Et à cet effet, elle est subrogée aux droits des agents pour obtenir des auteurs des faits de réparation des préjudices subis. Et donc à cet effet, on va traiter de 3 jugements qui ont eu lieu. Donc le premier jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 16 février 2023, qui est condamné en monsieur X, on va dire, pour outrage et menace de crime ou délit en récidive à l'encontre d'un agent de la police municipale et à lui verser la somme de 350 € sur des faits survenus le 15 septembre 2022. Un deuxième jugement en date du 10 mars 2023, également pour outrage à l'encontre d'un agent de la police municipale et lui verser la somme de 300 € pour des faits survenus le 31 octobre 2022. Et enfin, un dernier jugement qui a eu lieu le 4 mai 2023 à l'encontre également d'un agent de la police municipale pour violence et menace de mort sur 3 agents de la police municipale, leur verser respectivement la somme de 150 €, 250 € et 150 €. Donc il appartient à la collectivité subrogée aux droits des agents des victimes de procéder à leur indemnisation et les démarches de recouvrement auprès des auteurs des faits, tant pour les sommes à verser aux agents que pour l'indemnisation propre de la collectivité, que les frais irréparables ont été engagés pour l'application des jugements. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement aux agents de la police municipale et viser les indemnisations telles que précisées par le jugement du tribunal judiciaire de Dax, annexé à la présente délibération dans le cadre de la fonction
protection fonctionnelle qui leur est accordée et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à l'exécution de la présente délibération. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Martine Héridia, maintenant pour l'état d'assiette et la destination des coupes de bois pour l'année 2024. Merci, bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, là aussi, je vais vous parler de l'état d'assiette donc, pour les coupes de bois 2024. Donc, chaque année, la ville de Dax inscrit à l'état d'assiette les coupes de bois de l'année suivante sur les recommandations de l'ONF. Les essences qui sont essentiellement du chêne pédonculé, les quantités sont déterminées au fur et à mesure de l'expertise de l'ONF. Donc, les coupes proposées pour l'année 2024 sont les suivantes. La parcelle 3A qui se trouve au bois de Boulogne, une coupe d'amélioration, donc c'est juste une éclaircie sanitaire, n'est-ce pas? Les parcelles 7A, 6A et 9C se trouvent aux Gravières, donc 2 coupes d'amélioration et une coupe de peupliers qui seront replantées l'année suivante. Et enfin la parcelle 14A, qui est une vraie coupe par parquet dite, sur 50 tiges qui seront replantées en nombre plus important l'année suivante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets? C'est sûr? Non, mais j'ai envoyé les infos. Bon. Pas de questions. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en œuvre de toutes les coupes inscrites à l'état d'assiette 2024, approuver le montant de la coupe conformément au devis proposé par l'ONF en date du 18 avril 2023, approuver la mise en vente par l'Office national des forêts de toutes les coupes inscrites à l'état d'assiette 2024 et enfin autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci Martine. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Alexis Arras maintenant pour l'avenant numéro 2 à la convention OPA-RU. Oui, bonsoir mes chers collègues, rebonsoir plutôt. Si vous me le permettez, monsieur le maire, un petit commentaire pour faire un lien entre ma première intervention et la présentation de cette délibération qui concerne finalement le centre-ville, la revitalisation du centre-ville. Je vous invite, mes chers collègues, et mon cher collègue Loumet, à lire le dernier numéro de la revue Le Festin, qui est une revue financée par la région sur le patrimoine, et vous aurez un article passionnant sur la stratégie bayonnaise pour reconquérir le centre-ville de Bayonne. Et vous verrez que notre stratégie, elle s'inspire au fond de ce qui a été fait là-bas, sauf que eux sont en fin de parcours. Et nous sommes en début de parcours, nous sommes dans la phase compliquée. Et vous verrez que nous avons aujourd'hui les mêmes difficultés que le centre-ville de Bayonne dans les années 80. Et aujourd'hui, on met en place les outils nécessaires pour commencer cette stratégie de reconquête, là sur des solutions de court terme, c'est-à-dire l'OPA-RU, mais vous verrez dans les prochaines semaines les outils qu'on mettra en œuvre. La convention d'OPA-RU, elle repose sur 3 axes, un accompagnement des propriétaires bailleurs, un accompagnement des propriétaires occupants et l'avenant de ce soir qui concerne donc les copropriétés. Copropriétés dont finalement on a décidé collectivement lors d'un comité de pilotage d'être beaucoup plus offensif, beaucoup plus innovant, beaucoup plus d'amplifier notre action pour accompagner ces copropriétés en difficulté. On avait initialement décidé dans la convention d'accompagner 3 copropriétés qui devaient représenter à peu près 30 logements. Finalement, on accompagnera 4 copropriétés, et notamment la copropriété du Goya, qui comprend 113 logements. Cette copropriété du Goya, elle a fait l'objet d'une concertation avec les copropriétaires. Les copropriétaires ont désigné un des 3 scénarios pour rénover la copropriété. C'est le scénario 2, qui est un scénario ambitieux, qui va au-delà des travaux de sécurité. Et donc, aujourd'hui, il s'agit donc d'intégrer ces travaux dans la présente convention. Je dois souligner tout le travail mené par les services, le service urbanisme, le service logement à l'agglo, notre prestataire urbanisme, les services de l'État, l'Agence nationale de l'habitat qui nous accompagne sur cette copropriété particulièrement difficile, et notamment aussi de Procivis qui va accompagner les copropriétaires les plus fragiles, les plus en difficulté, pour leur trouver aussi les solutions de financement pour ces nouveaux travaux. On accompagne aussi 3 petites copropriétés dont vous avez l'adresse dans la délibération, la copropriété du 9 place de la Fontaine-Chaude, la copropriété du 13 place Roger Ducos, que je pense que vous connaissez bien, la copropriété du 24-30 rue Saint-Vincent
Ce sont des copropriétés qui étaient en voie de dégradation, qui n'étaient pas dans un état non plus d'insalubrité irrémédiable. Mais avant d'atteindre cet état d'irrémédiabilité, notre volonté, ça a été justement de rattraper ces copropriétés avant qu'elles tombent dans des situations très compliquées. Donc vous avez dans la dite convention l'ensemble des travaux qui sont programmés. Et donc je vous propose tout simplement d'approuver l'avenant numéro 2 de cette convention OPA-RU, joint en annexe de la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant susmentionné et tous les documents relatifs à ce dossier. Oui, travail fastidieux, mais c'est vrai que si on a des avancées telles qu'on le souhaite et qu'on le voit venir sur cet immeuble, notamment du Goya, ce sera significatif. Mais en tout cas, aujourd'hui, les conditions, la collectivité et l'agglomération les ont réunies. La balle, elle est dans le camp des copropriétaires, qu'on accompagne tous, hein, ceux qui ont les reins financiers et ceux, je le répète, hein, qui n'ont pas les reins financiers, qui sont accompagnés par Procivis pour essayer de trouver les solutions de financement de ces travaux. Donc, je veux dire, la collectivité a fait le maximum. Maintenant, le reste ne dépend plus de nous, même si on continuera à les accompagner sur la mise en œuvre des travaux. On pourrait même dire les collectivités, puisque les collectivités, l'agglo et la ville. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On avait donné le... Ouais. Moi, oui, j'ai donné. C'est sûr ça? Parce que je ne suis pas sûr, moi. Oui. Est-ce qu'on peut repasser la vidéo? Bien, on va passer au vote alors. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Alexis Arras, toujours pour notre convention de mission d'accompagnement avec le CAUE des Landes. Donc le CAUE des Landes, qui est le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement des Landes, nous accompagne depuis 2019. Petit rappel historique, il a été créé par la loi de 1977, dont l'objectif était de dire l'architecture est une expression de la culture, mais aussi de l'environnement, et donc de faire en sorte que la qualité architecturale soit d'intérêt public. Donc c'est en fait l'objet toujours de cette mission d'accompagnement, c'est-à-dire de nous aider sur les grands projets que les promoteurs immobiliers souhaitent réaliser sur la commune, faire en sorte que ces projets soient qualitatifs, à la fois dans l'architecture de ces projets, c'est-à-dire dans les façades, mais aussi dans la composition de ces projets, c'est-à-dire dans la composition, la typologie des logements, dans la composition aussi des espaces autour de ces immeubles, hein, qu'ils soient publics ou privés, la végétalisation, la mise en œuvre du stationnement et l'insertion de ces projets dans les quartiers d'Aqua, parce que l'objectif aussi, c'est que ces nouvelles constructions elles soient acceptées. Et pour qu'elles soient acceptées, il faut que la construction s'intègre à l'environnement du quartier. Je dois dire que c'est un partenariat riche, réussi, et la bonne nouvelle, et qui nous a été soulignée il y a quelque temps par les services de l'État, c'est que nous avons très peu de recours sur nos projets immobiliers à Dax, ce qui montre quand même que nos équipes, le CAUE et le service urbanisme, effectuent un travail assez remarquable, et que notre procédure d'avant-projet qui mêle un dialogue à la fois avec les promoteurs, les habitants, les propriétaires fonciers, est une méthode d'avant-projet qui fonctionne. Je m'en félicite, donc je vous propose qu'on poursuive cet accompagnement avec le CAUE des Landes. Donc d'approuver le projet de convention annexé à la présente délibération pour une durée d'1 an et d'autoriser... Et non des moindres, puisqu'il s'agit de la clôture de la ZAC des Bords de la Dour et son bilan. Enfin, la clôture, on ne clôture pas le site, mais on clôture l'aspect juridique et financier des choses. Si vous me le permettez, monsieur le maire, que je fasse un peu un rapide historique de ce dossier. Ça fait 2 fois que je vous permets une petite digression, monsieur. Mais comme on ne clôture pas quand même tous les ans ou à chaque conseil municipal une zone d'aménagement concerté qui est aujourd'hui un quartier vivant de Dax et un quartier important, je pense que ça mérite quand même un petit bilan. Cette zone des bords de la Dour, elle avait été identifiée dès 1967 comme une zone à urbaniser, avec d'ailleurs une ZUP, un projet de ZUP qui n'a pas survécu à l'année 1968, notamment parce que la législation a changé et qu'a été mis en place ce qu'on appelle les procédures de zone d'aménagement concerté. Donc à partir de 1970, la ville a commencé à réfléchir à la mise en place d'une ZAC qui a été validée par le conseil municipal en 1974. En 1977, donc, la concession a été accordée à la SIDEA, Société interdépartementale d'équipement d'Aquitaine, sauf que celle-ci a fait faillite. Et donc c'est en 1982 que la ville a décidé de confier ce dossier à la SATEL. Et vous avez d'ailleurs le contrat de concession en annexe.
L'objectif de départ, c'était la réalisation de 496 logements et d'un hôpital. Si on en fait le bilan rapide, finalement ont été réalisés 295 logements individuels et 485 logements collectifs, un centre hospitalier, un établissement thermal, une crèche, des commerces, une pharmacie, etc. Donc il est proposé de clôturer cette concession, et donc cette concession doit être clôturée par la collectivité qui a demandé l'ouverture de cette concession au maître d'œuvre. Vous verrez qu'il y a un léger déficit de 53 000 € 9 et 13 centimes, ce qui est honnêtement, pour une concession aussi lourde, un déficit assez minime, sachant qu'entre-temps, nous avons eu la mise en œuvre du plan prévisionnel des risques d'inondation qui a rendu un certain nombre de terrains inconstructibles et donc qui nous empêche finalement d'atteindre l'équilibre sur cette ZAC. Donc 53 000 € pour 295 logements individuels, 485 logements collectifs et tous ces équipements. Je pense que pour la ville de Dax, c'est plutôt une opération réussie. Je vous propose donc d'approuver le bilan financier de l'opération dite ZAC des bords de la Dour, qui bientôt s'appellera plus simplement Quartier des bords de la Dour, annexé à la présente, et le paiement du montant de 53 000 €, 5 € et 13 centimes TTC à la Satelle, d'approuver l'acquisition d'1 € des parcelles cadastrées CN numéro 37 000, alors je vous épargne 37, 138, 309, 294 et 286, d'autoriser Monsieur le maire à signer par l'acte authentique correspondant qui sera reçu par maître Alexandre Montes, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On va passer au vote. Je crois qu'il n'y avait pas de questions. Sûr, hein? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je sais que certains sont pressés de partir puisqu'il y a un superbe spectacle à l'Atrium ce soir. Vous n'aurez pas de place puisque c'est complet, comme toujours. Ceci dit, avant de quitter la pièce d'à côté, je vous demanderai de signer puisque nous avons voté des délibérations liées au sujet financier. On peut donc clore cette séance et je vous souhaite une excellente soirée.